Alors nous aujourd'hui, la CFDT, on a décidé d'alerter la population sur les problèmes liés à l'envers du décor, comme on appelle nous à l'hôpital. C'est-à-dire que les conditions de travail se dégradent de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Ça fait des années qu'on alerte et là aujourd'hui on est au bout d'un système qui ne fonctionne plus et qu'il faut changer. Il n'y a plus de personnel pour travailler. Les gens fonctionnent en situation dégradée tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a un manque de personnel quotidiennement dans tous les services de soins, que ce soit aux urgences, en EHPAD ou dans les services. Au niveau administratif, c'est la même chose et les personnels sont épuisés. Eh bien nous sommes pour ça, pour tout ce qu'elle vient de dire, pour les procédures dégradées, le manque de personnel. L'hôpital fonctionne avec un minimum de personnel dans les services et avec le minimum de personnel dans les services, on arrive encore à créer des procédures dégradées, donc avec sur des services comme par exemple la médecine, au lieu d'être 3 l'après-midi, ils sont plus qu'un, dans les EHPAD également. Le matin, au lieu d'être 3-4, ils se retrouvent à 2 et demi. Donc pour s'occuper de patients, on n'est pas là pour s'occuper des boîtes de conserve, ce sont des patients qui ont besoin de soins et malheureusement à l'heure actuelle nous ne pouvons plus soigner les gens correctement. Donc nous demandons à la direction et à l'ARS d'embaucher du personnel et d'arrêter de nous dire qu'elles n'en trouvent pas, ce qui est totalement faux. Et à la population aussi d'écrire à la direction et à l'ARS parce que tous les patients qui sont dans les EHPAD et dans les services, ce sont des parents, des gens qui sont de Gourdon, de Salviac, de Souillac. Et il faut bien leur préciser que les soins ne sont plus ce qu'ils ont été et que nous on trouve que les patients sont mis en danger. Voilà. Et ça, c'est dû à quoi? C'est une volonté politique? C'est une volonté politique de faire des économies. On a un budget, l'ARS nous restreint tous les ans. Donc forcément, le budget, c'est 80% du personnel. Donc le meilleur moyen de faire des économies, c'est de ne pas embaucher du personnel et donc de tourner au service minimum, voire plus que minimum. Bonjour. Mais il n'y a pas une intention cachée derrière ça? Privatiser le service public? Oui, c'est-à-dire casser le service public, oui. Et nous on souhaite aussi alerter la population sur ça, sur le fait que le service public est en danger, dans le sens où les budgets alloués sont de plus en plus restreints. Et comme ça, un jour ou l'autre, on dira, voyez, ça ne fonctionne plus, il faut donc privatiser. Il faut, pour preuve, là depuis quelque temps, on est obligé, aux urgences, ils sont obligés de quasiment, pas fermer les portes, mais quasiment refuser des personnes parce qu'il n'y a plus assez de personnel pour travailler dans les services. Les services de radiologie fonctionnent en service minimum. Par exemple, il y a des mammographies qui ne sont pas programmées parce qu'il y a un manque de personnel. Donc la santé, tout le monde est concerné, tout le monde est impacté un jour ou l'autre. La population, on est tous concernés pour venir à l'hôpital, pour faire un examen suite à un problème de santé, pour visiter des gens de la famille ou des amis et les alerter sur les dangers qui prennent au quotidien parce qu'on épuise le personnel et un jour ou l'autre, il y aura de plus en plus de mal à les soigner. Déjà au niveau de l'État, ils revalorisent les carrières et revalorisent les métiers, qui est une attractivité meilleure des métiers. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les métiers du soin, par exemple, ne sont pas valorisés. On embauche des gens avec des contrats courts, on les paye pas même, on les paye pas selon leur grille de salaire, parce que les directions ont le droit de les payer comme ils veulent. En CDD et en CDI. Voilà, en CDD et en CDI. Et les gens n'ont pas de perspective de carrière, ne peuvent pas s'installer ici parce qu'ils ont des contrats courts et on ne valorise pas les métiers.
Voilà, les métiers du soin ne sont pas valorisés et il faut savoir que le métier du soin, c'est 365 jours par an, c'est toute l'année, les jours fériés, la nuit, le soir, le matin et les gens sont sans arrêt rappelés sur leur repos. Donc ils n'ont pas de vie de famille, ça impacte leur vie de famille et la qualité de vie au travail, elle se dégrade, quoi. Donc les gens quittent le métier parce qu'ils en ont assez d'être rappelés sur leur repos et de ne pas avoir de perspective de vie personnelle. Est-ce qu'il y a une volonté d'ubériser un petit peu les services? Oui, on voit bien qu'à l'heure actuelle, par exemple, tous les contrats d'été qui ont été faits pour remplacer les soignants absents ou absents parce que pas remplacés, la nuit par exemple, on embauche des agents hospitaliers pour faire le travail d'aide-soignants, voire d'infirmiers. Donc des gens qui sont sous-payés en CDD, corvéables à souhait, on leur fait faire des horaires, n'importe quoi, on les oblige. Et ce sont des gens qui ne sont pas formés pour le soin. On ne forme plus les gens pour le soin, on embauche entre guillemets, pas n'importe qui, des gens qui veulent bosser, c'est sûr, hein, mais c'est pas le problème. Mais pour faire, comme je disais tout à l'heure, c'est pas des boîtes de conserve les patients. Hein, c'est des gens qui ont besoin de soins, par des professionnels de soins. Et là, on n'y est plus. Et c'est ça le problème aussi, c'est qu'on n'a plus de personnel et en plus on n'a plus de personnel professionnel. C'est quand même très dommageable. Il faut savoir aussi que les métiers de l'hôpital sont des métiers difficiles parce qu'on côtoie les difficultés de la population au niveau physique, psychologique et social. C'est-à-dire les gens viennent à l'hôpital parce qu'ils sont malades, on côtoie le handicap, on côtoie la fin de vie, on côtoie la mort au quotidien. Et ce sont des métiers compliqués, difficiles. Et aujourd'hui, l'État et le ministère de la Santé ne sait pas et ne veut pas ou ne sait pas prendre soin des gens qui s'occupent des gens malades. On ne sait pas prendre soin des soignants. Nous, on soigne les gens, mais nous, on est en difficulté, souvent physique et psychologique. Donc ça crée des situations d'épuisement professionnel, ça crée des situations de handicap, parce qu'on soulève du poids toute la journée. Et les personnels, arrivés à un certain âge, c'est malheureux de le dire, mais souvent les personnels sont cassés par le métier, au niveau physique, au niveau psychologique. Et on veut nous faire travailler plus longtemps. Il va falloir nous expliquer comment on va pouvoir faire pour demander à un professionnel de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans, quand déjà à 50 ans, même avant, les gens sont épuisés par le travail. Parce que comme me disait mon collègue Dominique, on s'occupe de personnes. On s'occupe pas. On a beaucoup de respect pour les gens qui travaillent dans d'autres situations. Mais dans un supermarché, quand on remplit des gondoles de boîtes de conserve, c'est différent. Le métier est différent. Nous, on s'occupe des gens et on les côtoie dans des périodes difficiles de leur vie. Ça, il faut le savoir. Les gens ne viennent pas à l'hôpital par plaisir. Ils viennent à l'hôpital par nécessité. Et souvent pour faire face à la maladie. Alors, il y a des gens qui décident en France quand même. Il y a une chambre avec des députés. Vous en avez quelques-uns ici. Oui. Vous suivent sur écoutez, nous comme vous d'ailleurs, je pense, nous leur avons écrit. Nous essayons de prendre des rendez-vous, nous n'obtenons rien malheureusement. Ils nous ignorent complètement. Je trouve ça lamentable, mais tous les politiques au final, que ce soit au niveau du département aussi. Le département, c'est pareil, on a des rendez-vous, on va discuter avec eux, ils nous écoutent, c'est ce qu'ils nous disent, ils nous écoutent, mais je pense qu'ils ne nous entendent pas. Et il n'y a aucun retour. Finalement, les politiques, on met des politiques à la tête de notre pays et de nos régions, de nos départements, de nos mairies, de tout ce qu'on veut. Et au final, il ne se passe rien, quoi. On se demande, ils prennent l'argent, tranquille, mais ils ne s'occupent pas de nous. Mais ils ne s'occupent pas des gens qui les ont élus, quoi, non plus. Vous voulez leur envoyer un message ? C'est celui-là. Bougez-vous, quoi.
Bougez-vous, on a besoin. Oui, on a besoin là. Oui, leur dire que déjà il y a des difficultés par rapport aux soins de ville, parce que les députés, les politiques, ils s'occupent beaucoup de la politique de la ville, de la politique des soins de ville. Nous, on parle des soins à l'intérieur de l'hôpital, parce qu'actuellement, du fait que les médecins ne répondent plus, les médecins de ville ne répondent plus à partir d'une certaine heure. C'est à l'hôpital que les gens se précipitent après 18 heures, et la nuit pour être soignés, les week-ends pour être soignés, il faut aussi voir ce qui se passe derrière les portes ici. Il y a aussi le fait que dans les services d'urgence et dans notre service aussi, les soignants font face, comme je vous ai dit tout à l'heure, non seulement à une population de plus en plus vieillissante et de plus en plus malade, mais aussi à de l'agressivité grandissante dans les services d'urgence, parce que les gens sont obligés d'attendre, les gens ne se sentent pas pris en considération suffisamment vite. Il faut savoir qu'ici à l'hôpital de Gourdon, il n'y a qu'un seul médecin urgentiste par vacation de 24 heures. Il faut le savoir. Donc c'est pour ça que c'est aussi lent. Parce que si le médecin doit partir en sortie SMUR, parce qu'il est aussi responsable du SMUR, et bien, il n'y a plus de médecin aux urgences. Ni à l'hôpital. Ni à l'hôpital. Il faut faire appel à un médecin qui est chez lui de garde. C'est ça qui complique aussi. Hein. Et il faut aussi que les politiques nous aident à faire en sorte que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les métiers soient valorisés. Il faudrait aussi qu'ils tapent du poing sur la table, qu'il y ait plus d'écoles d'ouvertes, qu'il y ait l'attractivité des métiers et qu'ils nous aident à sortir de cette impasse. Parce que plus si on continue, ces métiers-là vont être désertés. En plus, avec la réforme de la fonction publique, l'État veut mettre en place la possibilité pour les fonctionnaires de pouvoir quitter le statut de fonctionnaire. À partir de l'année prochaine, si c'est vraiment mis en place, il y aura une désertion des métiers hospitaliers, et ça va être une catastrophe. On va leur proposer quelque chose pour sortir, pour partir. Oui, des ruptures forcément. conventionnelles, Voilà. le chômage auquel on n'a pas droit pour l'instant. Et à la place, ils embaucheront des CDD, des CDI pour continuer à bien privatiser le service public hospitalier, ce qui est le but pour faire des économies. Hein. Après, nous avions aussi un point important, mais tous les deux syndicats, c'était la médecine du travail. Nous n'avons pas de médecine du travail sur le GHT du Lot, c'est-à-dire les 5 hôpitaux du Lot. Il n'y a pas de médecin du travail, donc c'est quand même assez étonnant, hein, toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Nous avons demandé à l'ARS si eux, ils en avaient un. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient un médecin du travail, qu'il n'y avait pas de souci. Donc on leur a demandé, prêtez-le nous, parce que nous, on a quand même un gros problème. On a quand même du personnel soignant qui se blesse régulièrement et qui n'a pas de suivi. Ça fait des années et des années que nous n'avons plus de suivi sur l'hôpital de Gourdon. Hein, on est livré à nos médecins de ville qui, eux, n'ont pas les compétences pour régler certains problèmes hospitaliers. Et on est aussi là-dessus en très très grande difficulté, avec des gens qui se blessent, qui sont malades, qui reviennent travailler, où il n'y a aucun suivi, mal pris en charge. On ne sait pas quoi leur faire, s'ils ont les capacités de continuer à travailler ou pas. Les gens s'usent encore plus qu'avant. C'est devenu juste impossible de travailler dans ces conditions. La limite, ça craque. Là, je pense que la limite, on l'a dépassée depuis le début de l'année. Ouais. Et là, je ne sais plus jusqu'où on peut aller. Ouais. On pensait s'être retrouvé au fond du trou, mais je pense que le fond n'est pas encore là. Et ce qui est très, très, très difficile pour nous. Ouais. On ne sait pas trop ce qu'ils cherchent, parce que nous, on a alerté l'ARS. On est allé voir l'ARS, on a même fait demander des entrevues avec des directeurs pour essayer de s'expliquer sur les conditions de travail qu'ils font subir à certains agents. Et l'ARS ne nous soutient pas, absolument pas. Vous pouvez me redire ce que c'est l'ARS ? Agence régionale de santé. C'est le supérieur hiérarchique des directeurs d'hôpitaux, c'est-à-dire c'est eux qui mettent en place la politique de la ministre. La politique de la santé dans les régions et dans les départements.
Le but, c'est d'avoir une autorité, de notre ministre, mais rester dans le service public. Hein. Nous voulons rester dans un service public, être un hôpital public avec des règles du service public. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on est dans tout ça, sauf que les règles du service public ne sont plus du tout appliquées dans l'hôpital. Et c'est ce qui nous complique beaucoup la tâche. Il y a eu beaucoup de lois dernièrement qui ont été sorties et qui font qu'au final, on se retrouve entre le droit privé et le droit public. Ce qui permet au directeur finalement de faire à peu près ce qu'il veut. C'est ça le truc, c'est qu'on est entre deux eaux et le directeur se permet de faire ce qu'il veut. Donc le droit public, il s'en lave un peu les mains, le droit privé, il s'en lave un peu les mains aussi. Donc c'est un nouveau monde qu'on découvre, où il n'y a officiellement il y a des lois, mais officieusement on s'aperçoit que le directeur fait ce qu'il veut et qu'il n'y a strictement rien qui peut le faire changer d'avis, il a tout pouvoir. Il faut savoir aussi que là le directeur a fait passer un mot en disant qu'il y a des difficultés de remplacement. Il faut quand même dire que les remplacements d'été, parce qu'il y a des congés l'été évidemment, auxquels ont droit les agents, les remplacements ont mal été anticipés, ou pas anticipés, voire pas anticipés. Pas anticipés du tout. Pas anticipés du tout. Donc si on se retrouve face à une difficulté aussi, une difficulté de gestion des plannings, c'est aussi à cause d'eux. Et il faut savoir aussi une chose que je tiens à dire, c'est que cet été, pendant la canicule, il y a des services d'EHPAD notamment, parce qu'en EHPAD, c'est des services de personnes âgées. Les services d'EHPAD ont travaillé en solution dégradée, c'est-à-dire en dessous du quota minimum de personnel, ce qui est scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu un manque d'anticipation qu'ils avaient prévu déjà tous les mois, tout l'été, de faire travailler ces services-là en situation dégradée. Donc ça a épuisé les personnels, parce qu'il faut savoir que déjà les prises en charge de personnes âgées sont lourdes, mais pendant la canicule, elles sont doublement plus lourdes, parce qu'il faut 2 fois plus s'occuper des gens, c'est-à-dire beaucoup les hydrater, beaucoup s'en occuper pour éviter qu'il y ait des problèmes liés à la chaleur. Et ils étaient en manque de personnel pour s'occuper des gens. Donc en plus, nous, les 2 syndicats, ça fait plus d'1 an qu'on demande des négociations sur les heures supplémentaires, parce qu'il faut savoir qu'il y a une moyenne, on a fait une moyenne de 80 heures par agent et par an d'heures supplémentaires non rendues depuis au moins 2 ans. Qui se cumulent d'année en année, et on demande des négociations là-dessus, on demande des négociations sur les conditions de travail, sur les conditions de départ à la retraite, etc. Ça fait 2 ans qu'on nous balade, au moins 1 an, qu'on nous balade, c'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon endroit, c'est jamais le bon interlocuteur. Donc du coup, on a décidé pour l'instant de boycotter les instances. Alors c'est sûr que la politique de la chaise vide, c'est pas la meilleure politique qui soit, mais on essaie de passer en force et d'agir par la force. On est obligé, on est contraint, parce que le dialogue social est réduit à 0. Alors quand on lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il claque la porte des instances. Il nous a fait le coup lors d'un dernier CHSCT où on discute des conditions de travail. Il est parti en claquant la porte parce que ce qu'on lui disait ne lui plaisait pas. Franchement, c'est compliqué. Et le problème aussi, c'est que ça fait 2 ans qu'il nous demande, depuis qu'il est arrivé, d'être patient, que les choses avancent, mais ça fait 2 ans qu'on attend et ça fait 2 ans qu'il se passe strictement rien. On fait des groupes de travail, mais qui servent à rien. Il y a une 40aine de groupes de travail ouverts depuis des années. Et on crée des heures supplémentaires, et le directeur, ces heures supplémentaires, ne veut pas les payer. C'est-à-dire que le personnel travaille plus pour gagner moins et pour ne même pas récupérer quelque chose de leur travail. C'est totalement inadmissible.
Vous, aujourd'hui, par exemple, on est en grève. On alerte la population, voilà jusqu'où on commence à aller. On a Les médias. à chaque fois qu'on se retrouve en grève, la direction joue pas forcément le jeu. Hein. Là, par exemple, ils ont réquisitionné tout le personnel de l'hôpital. Alors, nous sommes un certain nombre, mais au final, tout l'hôpital est en grève, sauf que l'hôpital est en grève en service. Les gens travaillent en grève, puisqu'ils sont réquisitionnés. Même pour 1 heure de grève, ils sont réquisitionnés. D'un autre côté, ils sont en service minimum, donc d'un autre côté, c'est compliqué de faire moins avec beaucoup moins. Mais donc tout le monde est en grève, mais tout le monde travaille. C'est un petit peu notre problème aussi dans le service hospitalier, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter de travailler. On est obligé de continuer de travailler pour s'occuper des patients et on ne peut pas tout bloquer. Ça, c'est notre problème. Et c'est pour ça qu'on aimerait que la population soit avertie. Que la population écrive à la direction, à l'ARS, pour leur signaler tous ces problèmes. Beaucoup de soignants, beaucoup de non-soignants connaissent les personnes qui viennent se faire soigner à l'hôpital. Justement, c'est la ruralité, donc c'est souvent des oncles, des tantes, des bonnes connaissances, des gens avec qui on a vécu quasiment toute notre vie. Et c'est compliqué, oui. Donc c'est compliqué de soigner des gens qu'on connaît, mais en plus, si on n'a pas les moyens de les soigner correctement, c'est d'autant plus compliqué. Parce que quelque part, on se sent redevable et on a l'impression d'avoir des comptes à rendre aussi aux familles. Et là, ça devient juste pas possible de travailler dans ces conditions. Comment dire voilà, c'est très très fort, c'est affectif et là du coup c'est très très difficile. Dans certains cas, on a la possibilité de passer la main à d'autres collègues soignants parce que justement il y a à certains moments l'affectivité qui prend le dessus et là c'est pas bon en tant que soignant. Mais là on n'a même plus la possibilité de le faire puisqu'on n'a plus le personnel pour pouvoir le faire. Donc c'est encore plus usant pour le personnel psychologiquement de travailler dans ces conditions. Moi, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement, il fait des effets d'annonce, il parle de proximité, comme il parle de qualité de vie au travail, comme il parle de dialogue social. En fait, c'est que de la théorie, tout ça. Parce que la proximité, c'est ça. La proximité, c'est les hôpitaux ruraux, pouvoir soigner les gens au plus près de leur domicile pour qu'ils aient leur entourage familial, leur entourage quotidien, qui soit près de chez eux, qui puissent se faire soigner au plus près de leur lieu d'habitation et qu'on nous donne les moyens de travailler en proximité, par exemple. Et là, actuellement, on ne nous donne pas les moyens. Et j'ai l'impression que l'État, il fait beaucoup d'effets d'annonce. Par exemple, moi j'ai entendu la ministre de la Santé annoncer ce matin qu'elle va résoudre le problème des urgences en demandant à ce que les gens rentrent directement, parce que normalement il faut savoir que quand quelqu'un arrive aux urgences, il passe par les urgences, on lui fait prise de sang, des examens, les radios, on le dégrossit entre guillemets avant qu'il soit dispatché dans un service. Et là, pour désengorger les urgences, elle veut faire rentrer directement les gens dans les services de soins. Mais la problématique des urgences, elle va la transporter dans les autres services. On va cacher, parce que les urgences, c'est la partie immergée. Oui. Mais derrière... Il n'y a pas de place dans les services. Derrière, souvent, on n'a pas de place. Voilà, donc, c'est compliqué de rentrer les gens dans des services où il n'y a déjà plus de place. Voilà. Puisque nous, entre guillemets, enfin, c'est pas entre guillemets d'ailleurs, on stocke les gens dans les urgences jusqu'à ce qu'on puisse leur trouver de la place. Mais alors, faire rentrer les gens directement dans les services, déjà, c'est pas possible parce que le personnel n'est pas en capacité de s'en occuper puisqu'ils ont déjà énormément de travail. Donc c'est beaucoup de travail en plus et c'est pas possible. Et puis de toute façon il n'y a pas de place. Donc à moins de mettre les gens sur des brancards dans les couloirs des services, il n'y a pas de solution. Hein. Des gens qui sont là depuis 30 ans et qui disent qu'au quotidien ça se dégrade, qui n'ont jamais vu ça. Des gens qui sont rappelés de multiples fois, des gens qui sont obligés de faire des soins à la va-vite, qui n'ont pas de temps accordé aux patients, qui les voient en souffrance et qui ne peuvent rien faire pour eux. C'est la course continuelle, c'est les équipes de nuit qui sont excessivement en souffrance aussi, qui sont constamment sous-effectifs, des aides-soignants et des infirmiers qui sont seuls vis-à-vis de 200 patients, ce qui se voit nulle part ailleurs.
qui sont obligés de courir dans les services pour aller dépanner leurs collègues, à qui on demande en fait de faire preuve de conscience professionnelle pour pallier à tout ce que l'établissement ne fournisse pas comme personnel. Moi je me souviens avoir entendu parler de réunions où on leur disait qu'il fallait effectivement que la conscience professionnelle fonctionne et l'entraide aussi, parce que l'établissement ne pouvait pas fournir entre guillemets plus d'effectifs. Des collègues qui se déplacent en dehors de la structure pour aller à l'ouvroir, qui est un établissement un peu à l'extérieur, pour aller dépanner la nuit. Donc voilà, ce sont tout un tas de choses qui sont plus admissibles. Alors encore une fois, effectivement, la direction est en vacances et n'est pas là pour répondre. La seule chose qu'ils font passer, c'est un petit communiqué de presse dans lequel ils nous expliquent qu'avec des termes grandiloquents, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais que c'est la faute des soignants qui sont épuisés, qui sont en arrêt. Voilà, tout ça sont des choses qui sont plus admissibles. Qu'est-ce que vous avez comme moyen de recours ? Ben rien, parce que la fonction soignante, c'est une fonction qui est dérivée des bonnes sœurs, que c'est une forme de sacerdoce et que, en plus de ça, quand on veut faire grève, on nous assigne entre guillemets en poste, donc on ne peut pas se libérer comme on le souhaite. Et du coup, la dernière grève, on était 80 dans l'établissement et en réalité, on était peut-être 150 à vouloir venir, mais il y avait des soignants en grève partout dans les services. Ça s'est pas forcément vu. Et voilà, encore aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à faire venir du monde, mais la voix qui est portée par les 25 personnes qui sont là, c'est celle qui est portée par les 200 soignants qui sont encore à l'intérieur et qui ne peuvent pas sortir. Qui n'ont pas le choix. Qui n'ont pas le choix et qui sont assignés par des courriers de la direction pour leur dire vous viendrez travailler. Voilà. Parce que si seulement effectivement on avait la possibilité de faire une grève et que ce soit porteur, ce serait très bien, mais c'est pas le cas. Les gens sont aujourd'hui à bout, ils sont prêts à perdre une journée de salaire, ce qui est énorme pour nous qui n'avons pas des salaires qui sont énormes. On est prêt à perdre une journée de salaire et on nous envoie une fin de non-recevoir en nous disant finalement je suis en vacances mais je vous fais passer un petit courrier pour vous remercier de vous êtes mobilisés quoi. Alors vous vous sentez un petit peu isolé, c'est l'impression que ça donne. Ah mais complètement. De la part de la population aussi, elle n'est peut-être pas au courant de la situation. Certainement qu'il aurait fallu que le reportage soit fait en amont pour que les gens de Gourdon, qui sont les premiers bénéficiaires des soins sur l'hôpital, soient présents peut-être aujourd'hui pour accompagner. Puis dans les EHPAD où les soignants sont dans d'énormes difficultés, ne peuvent pas accorder du temps effectivement aux patients et aux résidents en tout cas. Ce sont des résidents qui ont des familles, qui sont dans le Gourdonnais. Il aurait fallu qu'il y ait 500 personnes aujourd'hui. Il me semble de souvenir avoir entendu dire que la dernière fois qu'il y avait une grève qui mobilisait la population, c'était pour la fermeture de la maternité. Là, la situation est aussi grave que la décision de fermeture de la maternité. Elle est plus grave. Elle est même encore plus grave, effectivement. Elle est même encore plus grave. Notre collègue de la radio parlait tout à l'heure, disait qu'ils étaient 1 pour faire 2 postes. Bon, est-ce qu'on a encore envie aujourd'hui d'avoir une qualité de soins amoindrie et des soins low cost, je ne suis pas sûr. Il faudrait que ça se sache, que les soignants sont épuisés. On en voit pleurer régulièrement, que ce soit dans le cadre du travail ou à l'extérieur. La médecine du travail commence à avoir des gens qui viennent la voir en lui disant « je suis arrêté, je suis épuisé, on me met sous antidépresseurs, j'ai jamais vécu ça ». C'est de la maltraitance institutionnelle. On a de la chance. On a de la chance, dans des établissements, il y a des suicides. Nous, on n'a pas encore eu ça, c'est très bien, tant mieux. Mais il ne faudrait pas qu'on en arrive à des extrémités comme ça. Les élus ? On les voit pas. C'est un grand blanc. Bon, on va les interroger aussi. Ce serait intéressant d'avoir leur avis. D'autant plus que de souvenir, la direction de l'hôpital, au directoire, il doit y avoir le maire de Gourdon. Donc ça serait intéressant qu'ils sachent ce qui se passe dans l'établissement qu'ils dirigent ou qu'ils co-dirigent en tout cas. On a la volontaire pour la grève de la faim. Alors on a l'impression qu'il y a une logique économique derrière qui fait que, si vous voulez, on diminue les moyens pour faire des économies d'échelle, mais le problème c'est qu'on met en danger un petit peu la vie de nos patients. C'est ça surtout, c'est la sécurité. Et quand on arrive au travail, qu'on sait qu'on doit effectuer 2 postes, on a des fois plus de 100 résidents à soigner, dont on est responsable, tout en étant aussi dans un autre service dans l'hôpital, ça devient compliqué un petit peu, on arrive un petit peu la boule au ventre, c'est vrai, en arrivant au travail. Le quart d'heure ou la demi-heure avant le travail, on est plus stressé que ce qu'on est quand on a un service normal à gérer. Voilà. Le milieu de la santé, c'est là où il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent. Pourquoi ? Qui ne restent pas dans la santé, qui se reconvertissent. Chercher l'erreur. C'est un milieu dans lequel les familles explosent plus facilement. C'est certainement aussi un milieu où les gens subissent des pressions à domicile aussi du coup.
quand on est constamment rappelé toutes les semaines pour revenir travailler sur ses repos, que son conjoint ou sa conjointe, voilà, ça l'épuise également, la vie de famille en pâtit forcément. Donc ça n'a pas un impact qu'au travail. On joue nos diplômes parce qu'au quotidien on peut être éventuellement maltraitant quand on est épuisé, mais on joue aussi sa santé et sa famille parfois. Donc voilà, alors effectivement quand on est dans un bureau, qu'on a des horaires administratifs, qu'on fait 9-17, bah, ça a une forme de tranquillité. Bon, mais quand on est là à 6h30 le matin, 5 jours par semaine et qu'on vit les choses différemment, il n'y a aucune reconnaissance. Il n'y a aucune reconnaissance. Voilà, on a beaucoup de formations sur la bientraitance, sur l'accueil, sur beaucoup de choses comme ça qui devraient nous aider, si vous voulez, à traiter les patients, mais on ne peut pas les mettre en action du fait, bien sûr, qu'il y a une forme d'hypocrisie. On ne nous donne pas les moyens de le faire. Donc souvent, on a ce paradoxe entre des patients qu'on aimerait plus aider et en fait des moyens qui ne sont pas là pour le faire. Voilà. Tu as soulevé ça, mais du coup on a notre collègue il y a une maltraitance aussi des soignants. Qui fait partie de la commission des soins palliatifs. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. L'établissement lui fournit même pas le temps de mettre en pratique le diplôme qu'on lui a offert, entre guillemets, et elle souhaiterait mettre en place tout un tas de choses pour accompagner les patients en soins palliatifs, mais rien ne se fait, c'est très difficile. On ne peut pas se dégager du temps pour les patients standards, entre guillemets, alors pour offrir du temps aux gens qui sont en fin de vie, encore moins. Ce sont des gens qu'il faudrait offrir 20-50% de temps en plus. Non, il y a un terme qui est employé dans l'hôpital pour tout, procédure dégradée. Donc vous allez continuer? Oh bah oui. S'il n'y a pas de réponse, bien sûr. Oui. Après, je laisse les syndicats gérer. Bah non, parce que... c'est les premières mesures, mais les autres mesures vont suivre. Si on n'est pas entendu, on continuera. Et il faut qu'on continue et il faut qu'il y ait de plus en plus de monde. Parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Et tous les jours en procédure dégradée, c'est pas normal. Et tout le monde s'épuise et on va aller. C'est la santé des gens, du public bourdonné et à côté. Donc, Et on ne peut même pas dire que l'établissement n'en a pas conscience, puisque sur le document qu'ils nous ont fait passer, ils nous expliquent clairement qu'en fait, l'absentéisme, c'est ce qui crée le problème, alors qu'en fait, ça n'en est que la résultante. Quand on lit leur courrier sur lequel il est noté qu'en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'absents qu'on est en difficulté, ils ne se posent pas la vraie question, c'est pourquoi il y a beaucoup d'absents. Voilà le problème aussi de ce clivage avec, on n'a pas interpellé les politiques, je pense, c'est plutôt le rôle des syndicats, mais ça sera à faire certainement, mais on se pose la question, est-ce que les politiques ne sont pas engagés aussi dans ce processus économique qui fait qu'on baisse les moyens et ils ne sont pas un petit peu complices un petit peu de tout ça, c'est la question qu'il faudra leur poser quelque part. S'il y a une plainte de la part des soignants, les patients, j'espère qu'un jour se rejoindront, les futurs patients se rejoindront nous pour manifester aussi, mais voilà, il y a un réel... sans être péjoratif. Voilà, une réelle hypocrisie de ce côté-là aussi. Oui.